يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مجمع مدار. Édition spéciale, bienvenue. La mondialisation, du moins la première, date d'il y a à peu près 600 ans. De nombreux connaisseurs de l'immense territoire vous diront que justement, il y eut déjà une synergie pour étendre une toile commerciale, mais sans prédation, différence de taille. C'est le cas de le dire. L'Empire du Milieu est d'abord un empire en effet commercial et non pas impérial, contrairement à d'autres ensembles dont l'épopée tablait sur une confrontation. Pour la Chine, les bons comptes font les bons amis, le temps esquisse la confiance, ce qui permet au pays de multiplier les partenariats et créer un réseau de commerce équilibré, type route de la soie. Et qui dit commerce équilibré dit relations apaisées, et le critère de paix est une condition sine qua non. Un monde équilibré prôné par Pékin où les antagonismes seraient dépassés par la diplomatie, le monde multipolaire. Tiens, celui-là même défendu déjà par l'Algérie à la tribune de l'ONU en 1974. À l'époque, la Chine enclavée dans un monde cartographié par la guerre froide. Ceci est révolu, place désormais au monde multipolaire, synonyme d'équilibre, ce à quoi travaillent Alger et Pékin, ce à quoi se place d'ailleurs le signe de la visite du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune à Pékin est reçu solennellement, d'après la presse chinoise, par son homologue Xi Jinping. Algérie, Chine, économie, partenariat, BRICS, Club de Shanghai, mondialisation, Taïwan, Hong Kong. On en parle de tout ça et davantage avec nos invités, et c'est dans un instant. Je vous le disais, numéro spécial avec la visite du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune reçu au Palais de Pékin. On a vu les images tout au long de la journée sur Al24 News. Une visite qui va se consacrer à de nombreux volets. C'est de ça qu'il est question ce soir avec nos invités du jour. Tout d'abord, qui sera présent avec moi dans un instant, Mahfoud Kaoubi, expert économique. Nous essaierons de débattre avec lui, d'en connaître davantage sur la visite d'Abdelmadjid Tebboune à Pékin et les dossiers qui ont été traités également. Mais à distance de Paris, Faisal Isdaren pour parler plus des relations internationales. Et puis nous aurons aussi Nazim Sini, maître de conférences en économie à l'université Aix-Marseille. Mais avant de les recevoir et de parler avec eux, comment peut-il en être autrement? Les relations sino-algériennes ne datent pas d'hier, ni d'ailleurs d'avant-hier. Que ce soit du côté de Pékin ou d'Alger, entre révolutionnaires d'une certaine époque, on a la mémoire longue, comme on va le voir avec le sujet signé Sofiane Baroudi. On revient juste après. Un accueil chaleureux a été réservé au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la visite d'État qu'il effectue en République populaire de Chine, à l'invitation de son homologue, le président chinois Xi Jinping. Les relations entre l'Algérie et la Chine, en plus d'incarner un modèle de partenariat de confiance, revêtent une profondeur stratégique et sont enracinées dans l'histoire, ainsi que ponctuées par des luttes communes. La République populaire de Chine a été le premier État non arabe à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne. Pékin a déployé des efforts considérables dans le soutien aux aspirations du peuple algérien en lutte pour sa libération, au titre de la solidarité révolutionnaire. L'Algérie a pour sa part été au cœur du plaidoyer qui a permis à la République populaire de Chine de retrouver l'Organisation des Nations Unies comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en 1972. La visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, intervient donc dans le sillage d'une relation historique solide sur l'axe Alger-Pékin et dans la perspective du renforcement du partenariat stratégique fécond, structuré par plusieurs accords bilatéraux, à l'instar du partenariat stratégique global qui lie les deux États depuis 2014 ou du second plan quinquennal de coopération stratégique 2022-2026. Alger et Pékin aspirent à intensifier leur coopération dans plusieurs domaines. À cet effet, plusieurs accords et un mémorandum d'entente multisectorielle ont déjà été signés. Le président de la République a exprimé ses remerciements à la Chine pour son soutien à l'adhésion de l'Algérie
à l'Organisation de coopération de Shanghai et au groupe des BRICS. Celle-ci sera, selon plusieurs observateurs, un levier puissant dans la perspective de renforcer l'action multilatérale et de l'accompagnement de l'émergence d'un monde multipolaire. L'axe Alger-Pékin, qui partage les valeurs du non-alignement et les principes de solidarité avec les causes justes, sera également un pôle de poids dans la nouvelle configuration mondiale, notamment après l'élection de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La visite d'État historique qu'effectue le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine ouvre de nouveaux horizons d'amitié et de développement global dans une conjoncture en mouvement marquée par de profondes transformations sur le nouvel échiquier international. Alors la première question du jour, comme on vient de voir, les relations historiques entre Pékin et Alger datent de l'époque révolutionnaire. Alors Faisal Isdaren, déjà je vous salue, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Bienvenue, je commencerai par vous. Je vous entends très bien, oui. Ah bah parfait. Donc, il y a de là, de l'aspect économique, des relations historiques entre la Chine et l'Algérie. Déjà en 1955, la conférence de Bandung en Indonésie, la Chine reconnaissait le GPRA de Eid Ahmed, un des premiers pays à reconnaître officiellement le combat révolutionnaire algérien. Puis ajoutons la visite d'État de Farhat Abbas et d'Ahmed Ben Toubal à Pékin, est reçu en grande pompe par le président Mao Tse-tung. Mais même avant, il y avait des liens révolutionnaires entre la Chine et l'Algérie dès les années 20. La Chine a fait don aussi de chars à l'Algérie, même formé des pilotes de chasse algériens. Donc, au-delà de l'économie, comme je le disais, il y a une authentique solidarité révolutionnaire. Effectivement, donc, puisque vous commencez par le volet historique, il ne faut pas oublier que la Chine, en dehors de la ceinture, ce qu'on appelle la ceinture arabe, était le premier pays qui a reconnu le GPRA, le gouvernement provisoire de l'Algérie, de la République algérienne. Et c'était en 1958. Et sans oublier aussi, juste au lendemain de l'indépendance, le Premier ministre Chou En-lai a effectué plusieurs visites en Algérie en guise pour renforcer les liens. Je veux dire par là, cette visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Chine n'est que l'aboutissement de ce long de ce long itinéraire des relations bilatérales entre la Chine et l'Algérie. Bien sûr, l'Algérie compte beaucoup pour la Chine et vice-versa, c'est-à-dire, rappelons-le, que le président Abdelmadjid Tebboune, lors de son allocution avec le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, a rappelé que nous vivons actuellement, je le cite, dans une conjoncture internationale délétère et semée de conflits, de confrontations et aussi de pression. Eh bien, cette visite, elle intervient comme une consécration. Dans la lignée, oui, dans la lignée de la tradition diplomatique algérienne, pour ne pas se soumettre aux quelconques pressions internationales, car rien ne prévaut sur l'intérêt national. Donc c'est pour diversifier les partenariats stratégiques, pour l'Algérie bien sûr, et aussi pour favoriser un climat ou un ordre international nouveau qui s'inscrit dans le cadre de la multipolarité. Justement, Mahfoud Kaoubi, déjà je vous salue, bonsoir, merci d'être des nôtres. J'avais posé la première question dès l'entame en disant que on va essayer de parler bien sûr du volet économique, mais bien au-delà, il y avait aussi l'aspect historique. Il y avait une relation révolutionnaire entre la Chine et l'Algérie, donc c'est une relation profonde. Tout à fait profonde et qui date depuis la révolution algérienne déjà. Donc les relations et le soutien de la Chine pour la révolution est un événement qui a marqué les relations déjà entre les deux pays, et puis toutes les relations politiques post-indépendance qui étaient marquées par de la collaboration et un partage de valeurs, surtout valeurs d'équité, de justice et des valeurs communes pour des causes
d'indépendance, d'émancipation de pays, notamment des pays du Sud, et puis des principes partagés par rapport à un non-alignement de l'Algérie et par rapport à une plaidoirie qui a été faite de part et d'autre pour des relations économiques équitables et pour cette émancipation du monde qui a été colonisé durant plusieurs décennies par l'Occident principalement. Nazim Sini, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir. Je suis avec vous. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. On l'a vu pendant 30 ans, la Chine a été à un moment donné l'atelier du monde, ensuite c'est devenu l'usine du monde, aujourd'hui c'est quasiment devenu le bureau d'études du monde. Donc le partenariat sino-algérien devrait devenir de plus en plus important parce que la Chine est au devant du concert des nations en termes d'économie. Tout à fait. Permettez-moi, avant de commencer, d'abord de saluer mes confrères qui sont avec nous en direct sur le plateau, et notamment Mahfoud Kaoubi, qui est un ami. Alors, juste pour vous expliquer clairement, la Chine, effectivement, est la deuxième puissance économique mondiale, ça c'est important de le rappeler, et elle risque de devenir la première économie au monde à l'horizon de 2030. Ça, ce sont les statisticiens et même les prévisions de la Banque mondiale et du FMI. Également, la Chine est, depuis quelques années, le premier exportateur mondial, avec un volume marchand de près de 2600 milliards de dollars, c'est-à-dire un volume d'exportation supérieur aux États-Unis. Et tous ces éléments-là sont très importants pour renforcer encore le partenariat avec l'Algérie, parce que vous savez, pour moi, et ça n'engage que moi, le modèle économique chinois représente un modèle dans la manière de faire pivoter une économie agraire vers une économie moderne, industrielle et manufacturière. Et surtout, vous l'avez très bien rappelé, bien résumé, c'est-à-dire qu'on a vu au fur et à mesure des décennies et des années l'évolution de l'économie chinoise, puisqu'aujourd'hui, on disait autrefois, vous savez, on avait tendance à caricaturer en disant que les Chinois copient-collent. Aujourd'hui, ils sont adeptes du copier amélioré. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à s'apprivoiser une technologie, à l'améliorer pour recréer des produits qui sont eux-mêmes encore plus compétitifs sur les marchés internationaux. Et surtout, je vais paraphraser mon ami Mahfoud Kaoubi, qui disait « les Chinois ont inventé le capitalisme d'État ». Et il a complètement raison. Pourquoi? Parce que effectivement, la Chine a été le premier État à avoir un pouvoir central qui va défendre les intérêts de ses entreprises à l'international. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer en Algérie. Et bien évidemment, les accords qui ont été signés aujourd'hui sont très importants. On parle d'accords de coopération, notamment dans le ferroviaire. Et vous savez pertinemment qu'on a une volonté de réindustrialiser le pays et il est important d'interconnecter l'ensemble du territoire national, surtout avec les 58 wilayas que nous avons. Deuxième accord qui a été signé, aussi qui est très important, c'est celui du numérique. Donc dorénavant, il va y avoir des passerelles qui vont être créées entre les entreprises technologiques et les incubateurs ou les startups algériennes. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui le numérique est un des secteurs névralgiques de l'économie mondiale. On parle aussi également d'accords qui ont été signés dans le domaine des mines, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'hydrogène également, mais aussi de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Donc, pour vous dire clairement, cette visite du chef de l'État intervient à un excellent moment, à une très bonne période. Cela va aussi nous être vraiment bénéfique parce qu'on va pouvoir bénéficier de l'expertise chinoise et surtout de l'expérience chinoise. Mais eux aussi, je peux vous dire qu'ils sont ravis de ce partenariat parce qu'ils savent que l'Algérie est une plateforme névralgique et stratégique dans la région méditerranéenne et Afrique du Nord. Ils savent que nous avons des infrastructures d'excellente qualité, donc ils vont pouvoir travailler avec l'Algérie pour encore plus asseoir leur domination sur le continent africain, puisque vous savez aujourd'hui, ils sont quand même confrontés à une concurrence extérieure à travers notamment des entreprises turques, des entreprises qui viennent du Moyen-Orient. Et pour la Chine, c'est très important de pouvoir garder ses positions commerciales sur le continent africain. Mahfoud Kaoubi, c'est intéressant ce que disait Nazim Sini sur cette tradition du copier
copistes chinois, en fait, on leur reproche de pirater certaines inventions, mais en fait, dans leur pédagogie, dans leur formation, comme c'est une tradition idéogrammique, donc ils recopient, les élèves, dès leur plus jeune âge, recopient les signes chinois. C'est une manière, si vous voulez, éducative, c'est une manière d'apprentissage. Et aujourd'hui, on le voit avec la Chine, c'est vrai qu'ils s'approprient les inventions occidentales, mais de plus en plus, ils rajoutent une valeur ajoutée, ils rajoutent un timbre chinois, et ça devient de plus en plus cher. Ce sont des objets qui deviennent de plus en plus chers. Donc finalement, la Chine a des problèmes des pays industrialisés aujourd'hui. Bon, la Chine a cette capacité d'avoir un rapport avec le temps qui est un peu particulier. Donc, on s'investit sur le temps et puis surtout qu'on met en place des objectifs et on met les moyens de les réaliser. Vous parlez de cette capacité de copier qui est quand même non seulement copier, mais de créer de la valeur et de donner une valeur ajoutée. Chose qui est dans le cœur du processus de créativité et dans le monde. Donc ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, tout à fait au contraire, c'est quelque chose qui permet de valoriser et de construire sur l'existant. Toute l'accumulation scientifique s'est faite selon cette méthodologie. Donc c'est surtout une image que veulent donner les Occidentaux pour diminuer un petit peu de cet apport qui est l'apport des Chinois dans le domaine de la technologie. L'Occident a toujours voulu protéger et s'accaparer la technologie par des protections sur le plan industriel et sur le plan intellectuel. D'ailleurs, c'est ce qu'on rapproche aux Chinois et c'est ce que les États-Unis a essayé de faire comme pression sur les Chinois sur ce module en matière de protection industrielle et intellectuelle, en rapprochant aux Chinois justement d'être de grands copieurs et de piller les richesses des autres sur le plan intellectuel, alors que en termes de valeur mondiale, qui est aujourd'hui défendu dans le cadre de cette recomposition géostratégique au niveau du monde. Donc, le monde émergent a ce droit d'accéder à la technologie, de comprendre comment s'est faite cette accumulation et de rapporter et de ramener cette valeur ajoutée comme l'ont fait les Occidentaux par rapport à tout ce qui a été fait par les autres civilisations, que ce soit arabes, grecques ou autres. Donc sur ce plan, l'expérience chinoise et le modèle chinois est au contraire à méditer et à saluer, car il vient édifier, rajouter une pierre à cette édification scientifique sur le plan mondial et sur le plan de la technologie. Faisal Isdaran, parlons également d'histoire diplomatique. La Chine est revenue, on le rappelle, à l'Organisation des Nations Unies en tant que membre permanent par le fruit de l'activisme diplomatique d'Alger. La télévision chinoise a d'ailleurs consacré un reportage spécial aujourd'hui. Donc, on rend hommage à l'activisme, on n'a pas oublié l'activisme diplomatique d'Alger à l'endroit de Pékin. Effectivement, c'est-à-dire en lisant le communiqué, le long communiqué a été rendu au public aujourd'hui, on peut dire que à une certaine limite, c'est un communiqué qui est quand même exhaustif. Il a abordé presque toutes, si ce n'est pas toutes les questions diplomatiques, politiques, de relations internationales, commerciales. Bien sûr, il y a cette coopération qui s'inscrit dans le temps. Et d'ailleurs, c'est la nature même de la politique chinoise, c'est-à-dire qui ne brusque pas les traditions, ni elle anticipe bien sûr, mais elle se précipite pas. Donc il y a quand même les visions des deux pays sont sur la même longueur d'onde, tant sur le plan diplomatique et économique, puisque vous avez évoqué tout à l'heure le plan économique. Rappelons-le, la Chine a porté à hauteur de 76 milliards de dollars d'exportation vers l'Algérie entre 2010 et 2020. C'est du jamais vu. Rappelons aussi à nos chers auditeurs que la Chine est le premier fournisseur de l'Algérie. Sans oublier aussi que la Chine
à 17% des parts de marché algériens. Et l'on se doit de poser la question de la place de l'Algérie dans ce qu'on appelle l'initiative de la ceinture et de la route, Belt and Road Initiative. L'Algérie, rappelons-le, elle occupe une place prépondérante et stratégique en Afrique du Nord, dans tout le continent africain. Elle a une vision similaire avec l'Algérie sur ce qu'on doit faire au niveau africain, c'est-à-dire, comme l'a rappelé Monsieur le Président de la République lors d'un entretien avec le quotidien Le Figaro en décembre 2022, où il parlait sur la nécessité de réfléchir à des solutions qui sont en rapport avec le développement et l'autosuffisance sur le continent africain, au lieu de se focaliser sur la lutte antiterroriste. Je pense que la Chine rejoint l'Algérie sur ce point de vue-là. Et les relations économiques et les échanges économiques, même le partenariat essentiellement économique, promet de beaux jours devant lui. Nazim Sini, aujourd'hui, quand on voit sur l'ensemble du continent africain, les échanges avec la Chine, on table sur à peu près 200 milliards de dollars. Et Alger pourrait être, ou en tout cas on table à ce qu'elle soit, une porte vers l'Afrique. Surtout que l'Afrique, il y a beaucoup aussi de pays enclavés. Donc il pourrait aussi profiter d'Alger pour que Alger soit, si vous voulez, une zone un peu tampon pour qu'il y ait une rencontre de synergie entre les Chinois et les Algériens. Tout à fait, vous avez complètement raison. Et puis, je vais vous rappeler juste une chose. Vous savez, ce qui intéresse véritablement les Chinois en Algérie, c'est la transsaharienne. C'est-à-dire ce tronçon qui part d'Alger jusqu'à Lagos de près de 5000 km et qui va venir connecter pratiquement l'ensemble de la ceinture du Sahel. Et ça, pour les Chinois, c'est on va dire un corridor pour acheminer sa production et sa marchandise qui est tout simplement extraordinaire. Et surtout, la Chine veut se servir aussi du savoir-faire algérien, puisque aujourd'hui, on a quand même une assise industrielle qui est existante. Nous avons aussi une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui aussi est extrêmement compétitive. Donc les Chinois songent aussi à localiser certains pans de manufacture en Algérie, de manière à faire de la co-traitance sur le sol national. Et également, vous l'avez dit, aujourd'hui la Chine s'intéresse de très près à l'Afrique. Déjà, ça fait au moins une vingtaine d'années qu'ils sont implantés en Afrique, mais vous savez, ils misent beaucoup sur le continent africain. Ils y voient une véritable opportunité de ce continent qui, rappelons-le, à l'horizon de 2050, va avoir à peu près 1,5 milliard d'habitants. Donc ça va être la première zone en matière démographique au monde dans une trentaine d'années, c'est-à-dire supérieure à l'Inde et supérieure à la Chine. Et la Chine s'intéresse naturellement au continent africain également pour ses ressources minières, pétrolières et gazières. Je tiens juste à rappeler que ces ressources-là sont parfaitement complémentaires avec ce que produit la Chine, à savoir le fer et l'acier, dont elle est la première exportatrice au monde, devant les États-Unis toujours. Donc c'est pour ça qu'il y a de vraies convergences de points de vue, surtout au niveau économique, Et j'allais rappeler, parce que c'est très intéressant ce qui a été dit à l'instant, dans le sens où, vous savez, les Chinois abordent l'économie en décorrélant le dogme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une approche dogmatique, idéologique de l'économie et des échanges commerciaux, ils ont juste une approche d'intérêt. C'est-à-dire que si vous correspondez à leurs intérêts et que vous correspondez aux vôtres, vous pouvez très bien commercer avec les Chinois. C'est pour ça que beaucoup de pays ont des difficultés à faire du business en Chine, parce que justement, ils politisent les relations commerciales. Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. C'est pour ça qu'il y a une vraie synergie, comme vous l'avez dit, une complémentarité et surtout une convergence de points de vue au niveau commercial. Mahfoud Kaoubi, parlons plus de ces projets structurants dont la Chine, avec les années, est devenue maîtresse. On peut parler des projets des rails ferroviaires, aussi au niveau on a vu les aéroports, on a vu aussi les stades de foot. Donc même le bassin minier en Algérie suscite en tout cas l'intérêt de la Chine. Il y a quand même des projets qui rapprochent les deux pays, objectivement parlant. Oui, dans les deux domaines que vous venez de décrire, donc l'industrie d'exploration et l'industrie minière, la Chine dispose d'une expérience et d'un savoir-faire
qui n'est plus à démontrer. La Chine est un pays principalement une des branches d'activité que constitue le produit intérieur brut chinois, c'est l'industrie minière. Donc, cette capacité et ce savoir-faire pourraient être un élément pour la création de joint venture avec l'Algérie, qui dispose d'un potentiel assez important et qui s'est d'ailleurs matérialisé par la création d'entreprises, de sociétés communes pour l'exploration, que ce soit des gisements de fer, que ce soit d'autres gisements. Le zinc, on parle de zinc, phosphate, le fer. Tout à fait, qui est actuellement en cours d'exploitation. D'autres domaines de partenariat, dans le domaine des polymères ou de l'industrie pétrochimique, sont actuellement aussi en cours de réalisation. Dans le domaine de l'infrastructure, la maîtrise chinoise n'est plus à prouver, encore une fois, car la Chine a été construite par essentiellement des entreprises chinoises avec un volume de réalisation d'infrastructures qui est très très important dans le monde et qui s'est fait dans 2-3 décennies uniquement pour rattraper un très grand retard qui était enregistré dans ce domaine-là, que ce soit dans le domaine des barrages, des routes, des aéroports, des ports, etc. Sur les 10 premiers entreprises dans le classement mondial dans le domaine de la gestion portuaire, 6 sont chinoises, rien que par rapport à cela. Donc 6 sur 10 dans le port de Shanghai, par exemple. Donc sur cette ingénierie, ce savoir-faire, cette maîtrise, on a aussi un besoin à développer avec, surtout s'il y a une prédisposition de la part des Chinois de créer des joint ventures qui soient équilibrés et qui s'inscrivent dans la logique du gagnant-gagnant. Donc, mais ce n'est pas uniquement ces deux secteurs d'activité. On peut citer l'électronique. Sini, Nazim était en train de décrire les possibilités de créer des connexions par rapport à cette possibilité de créer une verticalité sur tous les pays africains qui peuvent constituer des corridors, certes, et qui pourraient donner lieu à des joint ventures tout au long d'un marché qui sera, dans les années à venir, un des marchés les plus dynamiques et qui intéresse déjà les Chinois. Il faut juste rappeler que le volume, sur les 250 milliards d'investissements chinois au monde, l'Afrique capte déjà plus de 70 milliards par an. Et qu'en termes de volume d'échanges entre les continents, le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique, aujourd'hui, se situe à quelque chose comme 285 milliards de dollars. Pour vous dire que l'Afrique n'est plus un projet pour les Chinois, mais la Chine est déjà dans le marché africain, et comme l'Algérie dispose d'un ensemble d'atouts, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan des gisements, que ce soit sur le plan de la ressource humaine, je dirais que l'avenir ne peut être que prometteur, à condition d'aller vers plus d'intégration, contrairement à ce qui a existé jusqu'à présent et qui a donné une préférence pour l'aspect commercial que sur l'aspect intégration, transformation et création de joint venture. Voilà, justement, on va parler des nouvelles perspectives économiques, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, un mémorandum économique a été signé entre l'Algérie et la Chine. Je vous laisse découvrir ça avec Mohamed Wali Ben Chaban. Doté d'une capacité économique importante et d'une ambition politique de premier plan, l'Algérie entend élargir un peu plus ses relations stratégiques avec la Chine. La coopération est partie pour durer dans le temps et s'améliorer dans le format et le contenu. Pour mieux cerner les opportunités de coopération, les présidents des deux pays ont co-présidé ce mardi à Pékin la cérémonie de signature d'un nombre important d'accords de coopération et mémorandums d'entente dans divers domaines. Les deux pays comptent saisir l'opportunité pour manifester leurs intérêts communs pour la dynamisation des échanges commerciaux et économiques tous azimuts, mais aussi pour la réalisation des projets d'envergure dans le domaine du transport ferroviaire, le transfert technologique, l'agriculture, le domaine des télécommunications et bien d'autres, au service de la consolidation des relations de partenariat stratégique global entre l'Algérie et la Chine.
Le partenariat entre les deux pays prend de plus en plus de l'étoffe et touche à tous les aspects politiques, économiques et stratégiques. Alger et Pékin voient plus loin. Les accords fraîchement signés consolident davantage à tous les niveaux la coopération stratégique, marquant ainsi un tournant historique et décisif dans les relations bilatérales qui ne cessent de s'approfondir. Nazim Sini, le futur économique mondial sera forcément chinois puisque la Chine est un leader mondial des énergies renouvelables et notamment aussi de tout ce qui concerne les batteries puisqu'elle a un réservoir de terres rares. Donc forcément le futur sera conjugué à l'économie chinoise. Oui, tout à fait. Et puis surtout, vous savez, au-delà des aspects classiques de ce que produit la Chine, aujourd'hui, les Chinois s'attaquent à des domaines qui sont extrêmement importants. Je pense notamment à la conquête spatiale. Je pense notamment également aux différentes technologies des télécommunications où les Chinois sont déjà en train de travailler sur la 6G, voire même la 7G, c'est-à-dire les futurs réseaux qui seront en vigueur d'ici une dizaine d'années, mais également aussi dans des secteurs extrêmement importants comme ceux des infrastructures, du génie civil, qui font quelque part le développement économique d'un pays. Et je pense que ces partenariats, ce qui est intéressant, si vous voulez, quand vous analysez les différents accords de coopération, c'est que la Chine ne voit pas l'Algérie comme un marché, mais comme un véritable partenaire. Et c'était dans ça ce que recherchait l'Algérie à travers les différents pays, à travers ses relations à l'international, c'est qu'elle puisse être considérée comme un véritable partenaire. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, la Chine, déjà arithmétiquement, va devenir la première puissance économique à l'horizon de 2030 et surtout, elle est en train d'asseoir sa domination dans des domaines tels que le semi-conducteur, puisque vous avez, c'est une industrie qui est stratégique, qui est névralgique, puisque vous savez que le semi-conducteur, c'est ces petites puces qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'ensemble de nos produits électroniques, et la Chine fait partie des 2-3 pays leaders au niveau mondial des semi-conducteurs. Avec Taïwan. Tout à fait, sans parler, comme vous avez dit, des terres rares et des métaux critiques qui sont nécessaires à la fabrication de tous ces éléments-là. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour l'Algérie. L'objectif, c'est que l'on puisse tirer, récupérer de l'expérience, de l'expertise de la part des Chinois, surtout bénéficier également de leur vision économique sur comment ils ont accompagné telle ou telle entreprise. Et surtout, ce qui est admirable dans le modèle chinois, c'est que le gouvernement pousse les entreprises à l'exportation. En fait, clairement, si on doit citer un pays qui a bénéficié de la mondialisation, c'est bien la Chine. Et aujourd'hui, je pense que l'Algérie doit s'arrimer à la mondialisation en prenant l'exemple chinois et également en tentant de renforcer le partenariat avec la Chine. Mahfoud Kaoubi, justement, l'Algérie est reconnue comme un leader mondial en termes d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert. Il y a, au-delà aussi du partenariat économique, le mémorandum, il y a aussi le défi de l'innovation. Nazim Sini a parlé aussi du projet satellite, je crois qu'il s'appelle Alcomsat 1, qui date de 2017. Donc, à côté de l'économie, il y a aussi le défi de l'innovation et l'Algérie semble être prête. L'Algérie est prête par rapport à son potentiel. Maintenant, c'est de créer les connexions et de mettre les modèles en fonctionnement. Ça, c'est l'aspect opérationnel qui nous manque le plus. L'opportunité de développer des projets avec les Chinois est quelque chose d'important et c'est une chance inouïe. Maintenant, c'est de passer à l'action et d'aller bâtir ce partenariat dans la mesure où il est nécessaire de donner un contenu et de créer de la valeur dans le domaine des énergies renouvelables. Vous parlez dans le domaine des technologies nouvelles. Je dirais que l'expérience chinoise pourrait être plus intéressante à plus un titre, juste de créer les joint ventures au niveau opérationnel et au niveau des entreprises. La balle est maintenant du côté des entreprises. Faisal Isdaran, parlons, puisque je crois que vous devez nous quitter, parlons brièvement des BRICS. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a remercié son homologue chinois d'avoir apporté son appui par rapport à l'adhésion aux BRICS. Vous avez peut-être un commentaire ou des éclaircissements à nous donner par rapport à où en est-on et quel est le prochain calendrier par rapport à l'adhésion de l'Algérie aux BRICS?
Oui, là, on voit sur les réseaux des fake news qui parlent d'un fiasco concernant le rejet de la demande de l'Algérie pour adhérer au BRICS, ce qui est faux, complètement faux. La réponse a été donnée aujourd'hui, c'est-à-dire, selon les déclarations de l'homologue chinois, l'Algérie peut compter sur l'entier soutien de la Chine, de la République populaire de Chine, sur son soutien pour adhérer au BRICS. Sachant que cette organisation qui est prometteuse et qui pourrait éventuellement jeter les bases d'un nouvel ordre, si on peut dire, économique mondial, basé sur des principes d'égalité, de réciprocité, de mutualité aussi. Je pense que, j'estime que ces relations entre l'Algérie et la Chine vont quand même remettre en cause l'ordre westphalien qui existait jusque-là et qui a été complètement désagrégé par les agissements de certaines forces occidentales, sachant que aussi ce renforcement des relations intervient là où il y a de la réticence de certains partenaires et de la temporisation de d'autres partenaires. Donc, en face, on voit de l'audace chinoise, qui affiche une volonté pour que l'Algérie ait toute sa place sur la scène internationale et notamment dans le cadre de l'organisation des BRICS. Faisal Ezzeran, je vous remercie, puisque je crois que vous devez nous quitter. Merci pour vos analyses et vos éclaircissements et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Nazim Sini, justement sur le nouvel ordre mondial économique, alors on a les BRICS, on a l'Organisation économique de Shanghai et on a aussi cette volonté prônée par Alger de constituer un monde multipolaire depuis pas mal d'années déjà. Est-ce que ce monde multipolaire, n'oublions pas notamment la route de la soie, est-ce que ce monde multipolaire est en train de devenir réalité ? Oui, clairement. Et puis surtout, vous savez, les BRICS, au même titre que tous les pays qui adhèrent à cette vision de l'économie, veulent instaurer une économie, une mondialisation plus équilibrée, plus inclusive, plus juste, plus sociale également. Alors que la mondialisation qui avait été vendue par le système capitaliste, sans le citer, américain, et puis plus globalement occidental, a tendance à creuser les inégalités et surtout le fossé qui sépare les pays du Sud avec les pays du Nord. D'ailleurs, lorsque vous analysez la hausse du PIB et la richesse qui a été générée ces dernières années à travers le monde, vous allez voir que les pays occidentaux ont été avantagés par rapport aux pays les moins développés et les pays en voie de développement. C'est pour ça que, j'allais vous dire, quelque part, on ne peut pas lutter face à l'histoire, puisque l'histoire qui est en train de s'écrire devant nous est en train de démontrer qu'il y a un nouvel ordre mondial, une sorte d'antichambre du G7, avec des pays qui effectivement aujourd'hui représentent un poids en matière démographique, un poids en matière économique et qui sont même en train de gagner du terrain en matière d'innovation et de recherche et développement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, soit le bloc occidental tente de composer avec cette nouvelle donne et tente de retisser de nouveaux partenariats, ou au contraire, il s'efface pour laisser place à ces nouveaux pays et ces nouvelles alliances qui, de toute manière, vont dominer clairement le XXIe siècle. Vous savez, lorsqu'on analyse l'histoire et l'anthropologie, on sait que chaque siècle appartenait à une puissance. Le XXe siècle a été incontestablement le siècle des Américains. Le XIXe, celui des Anglais, à travers la révolution industrielle. Moi, je crois fondamentalement que le XXIe siècle va être celui des BRICS et des pays en voie de développement. Le prochain siècle sera chinois, selon vous, Mahfoud Kaoubi ? Sera partagé, je dirais, entre les Chinois et l'Occident. Donc, les États-Unis ne vont pas disparaître d'un seul coup. Donc, le monde se recomposera. Est-ce que les Américains sont d'accord pour le partage, justement ? C'est ça la question. Les Chinois font tout pour les ramener à cette situation. Les Chinois n'ont pas intérêt à ce que l'économie chinoise s'effondre d'un seul coup. C'est évident. Donc, la chose la plus importante, c'est que
on aura un ordre qui respectera la réalité des choses. Parce que l'ordre mondial actuellement fait abstraction à toute la réalité du poids des pays émergents qui, encore une fois, constituent plus de 50% du produit mondial global. Nazim Sini, il y a eu un communiqué conjoint sur le siège non permanent de l'Algérie à l'ONU dès janvier prochain, où il y a un partage, en tout cas une lecture commune sur de nombreux dossiers et des conflits internationaux, type le dossier palestinien, ou voire même le conflit au Mali. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Non, mais c'est une très bonne chose, surtout que, vous savez, ce qui est important lorsque vous défendez des causes et des valeurs, surtout sur ces dossiers extrêmement sensibles, il est important d'avoir des poids, enfin du moins un appui et surtout la solidarité de pays, de pays qui ont du poids et qui pèsent dans l'échiquier mondial international. Et le fait que la Chine rallie la cause de l'Algérie sur ces dossiers-là, c'est une excellente chose parce que je crois fondamentalement dans la capacité de la diplomatie à résoudre les conflits qui sont des conflits qui s'enlisent d'année en année. Et je pense aussi que cette convergence de points de vue, d'abord, elle est sincère, elle va dans le sens des intérêts des peuples, et c'est pour ça que l'Algérie et la Chine se reconnaissent dans ces valeurs-là de défense de l'autonomie, défense des peuples, les valeurs de liberté également. Et je pense que la Chine et l'Algérie vont pouvoir faire avancer ces dossiers de manière beaucoup plus rapide qu'à travers les instances internationales comme les Nations Unies qui ont tendance à patauger, surtout sur le dossier palestinien, qui a trop tardé et a trop duré. Donc aujourd'hui, avoir un appui du poids de la Chine sur ces causes-là, pour moi, est fondamental et extrêmement important. Nazim Sini, je reste avec vous. Il est intéressant de voir la terminologie chinoise quand il parle des Américains. Alors, il l'appelle, il n'y a pas d'hostilité, mais il l'appelle le grand frère. Et ils disent toujours, il est toujours bon qu'il y ait deux moteurs économiques dans le monde. C'est ça qui est intéressant, alors que les Américains peut-être ont une autre terminologie pour définir le partenaire, ou en tout cas la Chine. Je vais vous dire tout simplement, en fait, dans cette explication, vous voyez la différence de vision entre les Chinois et les Américains. Vous savez, les Chinois sont pragmatiques. Effectivement, ils disent qu'il faut deux moteurs pour faire fonctionner une économie mondiale. Mais sauf que vous savez très bien que lorsque vous avez un avion, vous pouvez très bien continuer à voler avec un seul moteur. Donc c'est très malin de la part des Chinois, c'est plus des éléments de langage diplomatique, mais ils savent très bien qu'ils peuvent se passer de n'importe quel pays dans le monde, même si lorsqu'on conçoit la mondialisation, évidemment que tous les pays sont interdépendants, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui la Chine a pris un tel poids économique et une telle taille sur le PIB mondial qu'aujourd'hui la Chine est véritablement un rouleau compresseur, et c'est pour ça que les hostilités en plus étaient déclenchées par les Américains que par les Chinois. C'est important de le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les Chinois sont véritablement en train de, grappiller des parts de marché aux Américains et surtout de venir contrecarrer l'hégémonie américaine. Mahfoud Kaoubi, la Chine aussi, en interne, a de vrais problèmes logistiques. On avait posé la question, il y a eu un débat à l'époque entre le Premier ministre Lin Peng et un diplomate allemand. Il lui avait dit, on a différentes échelles de problèmes. Nous, quand on se lève le matin, je parle de la Chine, on essaie de solutionner comment nourrir 1,4 milliard personnes. Et aujourd'hui, on voit que ce nombre est aussi un vrai problème en termes logistiques par rapport à certaines villes chinoises. Oui, tout à fait. Donc la Chine n'est pas encore au même niveau de développement de l'Occident. C'est une évidence. Et les Chinois en sont conscients. Ils en sont conscients et c'est ce qui fait la force des Chinois. Donc ils sont conscients de la situation actuelle, des objectifs et de tout le parcours qu'il leur reste à faire. C'est pour cela que le modèle chinois est particulier. Il a un rapport encore une fois particulier avec le temps. Les Chinois s'installent dans la durée, investissent et ont cette dynamique d'amélioration constante. Pour rappel, durant 30 ans, les Chinois ont multiplié par 30 leur produit intérieur brut. C'est quelque chose d'inégalé. Depuis 1949, les Chinois sont en train de connaître des niveaux de croissance qui dépassent les 8-9% par an. Donc cette capacité de maintenir le rythme de développement dans la durée d'une manière positive et structurelle, c'est quelque chose de très particulier et les Chinois ont la recette, et tout simplement parce qu'ils ont la capacité d'avoir de l'endurance et d'avoir des rapports
très, très équilibrés avec tout le monde. Donc ils ne sont pas dans l'agressivité, ils sont dans une logique de développement constant et permanent. Il n'y a pas de confrontation. Tout à fait. Donc, ils ont beaucoup de choses à rattraper. Ils ont, pour rappeler, le revenu par tête d'habitant aujourd'hui des Chinois, il est pratiquement à $1 600 uniquement, alors qu'en Europe ou qu'aux États-Unis, il dépasse de 5 fois, 6 fois. Ils savent qu'ils ont du chemin. Ils ont une capacité encore de créer plus de développement. C'est pour cela qu'ils constituent une force tranquille. Ils savent ce qu'ils font et ils font à réunir tous les atouts, mais dans la douceur et dans le travail constant et permanent. La mémoire longue aussi. Tout à fait. Nazim Sini, il y a quelques années, il y a eu cette fameuse bulle spéculative de l'immobilier et on se rend compte que la Chine a appliqué tout bonnement les principes du capitalisme. C'est-à-dire que, entre guillemets, les acteurs qui ont mal joué, ils sortent du jeu. Ce que n'a pas fait, par exemple, l'Occident avec la crise des subprimes, puisque certains acteurs, on va dire mauvais joueurs, ont été sauvés par l'argent du contribuable. Les Chinois, non. Ils ont assaini, si vous voulez, le système économique ou de l'époque immobilier qui était peut-être un peu toxique. Donc les Chinois sont un peu, quand il faut être capitaliste, ils le sont, et quand ils sont un peu dirigistes, ils le sont aussi. C'est ça qui est extraordinaire avec eux. Oui, tout à fait. En fait, ils arrivent à allier les deux modèles. C'est-à-dire que quand ils doivent faire preuve d'interventionnisme, ils le font pour réguler le marché, mais par moment, quand c'est nécessaire, ils laissent faire le marché lui-même et s'auto-réguler. C'est ça qui est intéressant dans le modèle chinois. Et cette manière-là de laisser l'offre et la demande se réguler de manière, j'allais dire, naturelle, ça fait partie des atouts de la Chine et surtout du pragmatisme chinois. Et si vous voulez, on peut résumer la conception de l'économie et du commerce en Chine à travers 3 mots. D'abord, c'est un modèle qui est ambitieux. Les Chinois ne se dressent aucune barrière, y compris, vous imaginez, de la conquête spatiale. Qui aurait cru il y a quelques années que les Chinois allaient envoyer leurs premiers spationautes dans l'espace, et même ce sont les premiers qui s'intéressent pour la conquête de la Lune, avant de songer évidemment plus loin vers la planète Mars. Également, c'est un modèle qui est audacieux, puisqu'il n'hésite pas à aller sur des terrains qu'il ne maîtrise pas. Encore en réutilisant cette fameuse doctrine du copier amélioré. Ils s'accaparent une technologie, ils rajoutent une couche de leur propre technologie pour créer un nouveau modèle. J'allais dire presque, ils font du A plus B égale D. Donc vous voyez, c'est un peu un cheminement, une conception de l'économie et des rapports, j'allais dire presque commerciaux, qui est complètement différent de ce que l'on connaît. Et également, donc ambitieux, audacieux, mais aussi avec une capacité de travail extraordinaire. Je tenais juste à vous rappeler une anecdote qui avait marqué les esprits à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la crise de Covid, lorsqu'il y a eu la pandémie de Covid-19, les Chinois ont pu construire un hôpital flambant neuf en l'espace de 24 jours. On s'en souvient, oui. Voilà, en l'espace de 24 jours. C'est pour vous montrer leur capacité acharnée de travail avec une forme de rigueur incroyable. Et c'est en cela que vraiment ils représentent un modèle pour toute nation qui souhaite se développer et qui souhaite également émerger. Mahfoud Kaoubi, alors aujourd'hui, avec la visite d'Abdelmadjid Tebboune en Chine, on peut dire qu'il y a un nouveau chapitre par rapport à l'organisation d'un monde multipolaire et équilibré qui s'est ouverte ? Le chapitre est déjà ouvert. Ce qui est intéressant, avec la visite de Tebboune en Chine, c'est surtout ce rôle d'acteur que jouera l'Algérie dans cette transformation. Donc, on ne sera plus passif, on n'encaissera pas uniquement, mais on aura notre place, on négocie actuellement et on essaie de tirer profit de tout ce qui est en train de se faire actuellement. Je voudrais juste rajouter quelque chose à l'intervention de mon ami Sini, que je salue à l'occasion. Donc, les 3 principes ou les 3 caractéristiques, je rajouterai un 4e, c'est cette capacité des Chinois d'actionner toutes les connexions du marché et de construire un modèle basé sur les logiques du marché dans la partie création de richesse. Donc, on s'inspire totalement du modèle capitaliste libéral, et cette capacité aussi qu'ont les Chinois de régler les problèmes de répartition. Donc cette capacité de jouer un rôle par les pouvoirs publics en modérant et en assurant cette équité et cette justice en matière de répartition, chose dont ne dispose pas actuellement le monde capitaliste et qui est à l'origine de tous les dysfonctionnements
que le monde capitaliste est en train de connaître et qui ne pourra plus faire supporter à l'autre monde dans cette nouvelle configuration où les BRICS, les Chinois, les pays émergents vont établir d'autres instruments en matière d'échanges économiques, tel que ça a été annoncé lors du sommet de Saint-Pétersbourg par Poutine, et par rapport à cette nouvelle organisation qui risquerait d'être annoncée durant le sommet des BRICS au mois d'août prochain. Voilà, en guise de conclusion, signé Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci pour tous vos éclaircissements et vos analyses. Je tiens également à remercier Nazim Sini de Marseille. Merci pour tous vos explications et à bientôt. Merci. À bientôt, merci. Et je tiens à remercier les téléspectateurs qui ont suivi l'échiquier international avec l'édition spéciale pour la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Chine. Je vous retrouverai demain pour un autre numéro. Merci. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مجمع مدار.